Le titre, magdaléniennement, est un adverbe que j'ai forgé, comme on vient de pas ce mot, que j'ai fait, à partir de l'adjectif magdalénien, qui désigne une période de la préhistoire, une période du Paléolithique, d'après le nom d'une grotte qui s'appelle la grotte de la Madeleine, qui est en Dordogne, et qui couvre une partie de ce qu'il y a de plus beau par l'art préhistorique dans la grotte de Lascaux, dans les peintures de la grotte de Lascaux. Et à partir de là, j'avais quelque chose qui pouvait couvrir et ouvrir en même temps, qui pouvait couvrir l'ensemble du territoire que je souhaitais, dans lequel je souhaitais évoluer, qui allait au fond des origines de l'art, même si l'art n'a pas d'origine, mais enfin des commencements de l'art, sans parler d'origine, jusqu'à aujourd'hui, en essayant d'y découvrir une continuité, des ellipses, des interstices, des lapses, des vides, et en même temps le surgissement à divers moments d'une extraordinaire poésie moderne et qui me parlait beaucoup. Quand j'ai découvert ce titre, le lendemain, j'en ai parlé à Paul Oczachowski-Lawrence, qui ne l'aimait pas du tout, qui vraiment n'aimait pas, et je lui ai demandé s'il me permettait de demander à Anthony Delbecq de le composer sur une page. Et je lui ai demandé à Anthony, je frappais au bureau, de demander si on pouvait le faire. 10 minutes plus tard, je revenais dans le bureau de Paul avec le titre sur la page qui traverse la page comme le viaduc de Millau. Et dans la seconde même, Paul a dit oui, a aimé ça. Donc ça m'a constamment servi d'ouverture. C'est un titre qui ne m'a jamais refermé sur rien et qui est constamment ouvert et élargi le domaine de mon écriture pour ce livre. Le livre s'est improvisé à pas du tout la forme que je pensais qu'il aurait quand je l'ai envisagé au départ. Et il a été écrit sur 5 ans, parce que je ne pensais jamais d'avoir besoin de 5 ans pour faire ça, parce que c'est 5 ans de ma vie extrêmement heurtée, extrêmement difficile sur le plan de mon travail d'écrivain, et aussi extrêmement avec plein d'événements dramatiques dans ma vie, de deuil, dont le dernier en date c'était la mort de Paul, qui a à nouveau stoppé le livre. Il s'est donc composé de petits bouts d'essais, poèmes, à défaut d'une meilleure formule, que j'écrivais et que je demandais à Michel Chandaigne d'imprimer tout de suite pour me donner du courage et pour que je puisse en vérifier la validité. Je les ai écrits, au fond c'est la première partie du livre, s'il y en a une de partie, il n'y en a pas vraiment, mais enfin c'est la première matière du livre, et j'ai écrit ces différents essais poèmes et demandé à Chandaigne d'en faire quelque chose tout de suite, ce qu'il faisait très volontiers, je dirais jamais assez la reconnaissance que je lui en ai. Je les ai écrits séparément les uns des autres, et je me suis aperçu seulement quand il a été question de constituer le livre magdaléniennement, je me suis aperçu seulement en les mettant bout à bout de la logique qu'ils avaient. Et ça, je n'avais pas idée. Je voudrais revenir juste une seconde, si vous permettez, sur la formule que j'ai utilisée tout à l'heure d'essai-poème. Le modèle pour moi a été My Emily Dickinson de Susan Howe, que j'ai lu sitôt que ça a été publié, et qui était quelque chose de foudroyant pour moi dans sa formule justement essai-poème, où pas un instant elle ne quitte le mode du poème, et pas un instant elle ne quitte le mode de l'essai pour éclairer poétiquement, mais en même temps sur des bases factuelles très justes et très fouillées, et très creusées, très établies, ce qu'était Emily Dickinson en son temps. Et ça m'a beaucoup aidé dans la vie, ce livre-là, comme forme possible, que j'ai ensuite reprise à mon compte et fait, j'espère, d'une façon qui est à moi, mais sans ce livre, j'aurais pas pu écrire magdaléniennement, je crois pas. Ensuite est arrivé le moment où je pouvais plus reculer devant l'essai majeur du livre, et à ce moment-là, Jean-Baptiste Parra m'a demandé d'écrire quelque chose sur le rapport entre poésie et chanson. Parce que les rapports entre poésie et musique, ils sont incessants. Et la poésie, c'est de la musique. La poésie écrite, c'est de la musique. Mais poésie et chanson, c'est une chose différente. Donc j'ai subdivisé, malgré moi et sans m'y attendre, j'ai écrit un premier essai auquel je ne m'attendais pas du tout, spécifique, sur les rapports
le rôle que la chanson avait joué dans l'écriture de ma poésie, le rôle de la chanson dans le pays qui est le nôtre, en France. Vous savez comme moi que je joue un rôle extrêmement important, et les chanteurs ont une place sociale et dans la poésie de notre époque très importante et très fondée, et ça date de longtemps, ça, chez nous. Et moi, comme tout le monde, j'étais très sensible à ça, et j'en ai beaucoup entendu, beaucoup écouté, et entendu celles que les autres, mes amis, hommes ou femmes, chantaient et aimaient, que je ne connaissais pas, qui me faisaient connaître, etc. Et pour une chose très très précise, j'ai toujours dit, c'est par exemple, les premiers Bachung ont été déterminants dans l'écriture de Rose Déclic, tout premier Bachung. Bon. Donc, puisque Jean-Baptiste Parra me demandait de faire ça, c'est devenu malgré moi un premier secteur de l'essai final, une première formulation de l'essai final. J'ai écrit Mets-moi le mort de Nocturne, donc l'essai poème sur les rapports entre poésie et chanson, dans une grande allégresse. Et puis après, je me suis retrouvé au bord du précipice. Il fallait se jeter dans l'essai tout à fait final. Et là, j'ai complètement improvisé. Ça n'a rien à voir avec ce que j'avais cru penser faire. Je l'ai improvisé en rassemblant toutes mes forces et en travaillant à la fois sur la ponctuation, en faisant en sorte que cet essai, plus que ceux qui précèdent, mais ceux qui précèdent, c'était déjà dans cette veine-là, ne commence nulle part et ne finissent pas. Le dernier mot n'est pas le dernier mot, on pourrait dire il s'arrête, mais il ne finit pas. Et ce livre n'a aucun commencement. D'où le fait, par exemple, de ne jamais utiliser des capitales en début de phrase. Ça vient de plus loin. Magdaléniennement a commencé bien avant de commencer d'être écrit et continue après son dernier mot. J'ai tenté de rassembler tous les registres dont j'étais capable ou incapable. Ce livre montre aussi mes incapacités. Et j'ai rassemblé tous les thèmes qui courent en moi depuis que j'ai commencé d'écrire. Je les ai superposés, je les ai croisés, je les ai décroisés, je les ai détachés et ils se sont rattachés sous une forme différente, en sorte que ça a été quelque chose dont la forme évoluait sans cesse, absolument sans savoir où j'allais et en puisant toujours plus loin au fond de moi. Et c'est pas une industrie de l'évasion comme le cinéma, c'est un travail d'introspection, de la descente en soi-même. Enfin, j'ai essayé que ce soit ça, je ne sais pas si j'ai réussi. On fait comme si tout s'était passé comme on le souhaite, bien sûr que non. Il n'y a que le lecteur qui peut dire en quoi tout ça consiste finalement, et si ça a la moindre validité. Mais voilà, c'est ça que j'ai tenté. Puis après, le livre il a fallu le donner à lire. Et il a fallu le donner à lire évidemment à Frédéric Boyer, qui de toute façon m'a soutenu formidablement tout au long des 2 dernières années du livre. J'avais une peur comme jamais j'ai eu peur de donner quoi que ce soit à lire, et je l'ai donné aussi à lire à 3 ou 4 personnes, principalement des femmes, parce que j'ai moins peur des femmes que des hommes, et en leur disant, ce que je vous demande, c'est de me garder votre affection, après, même si vous n'aimez pas le livre, parce que je suis sûr que ça ne va pas passer. Mais tant pis, voilà ce que j'ai pu faire. Voilà, puis maintenant le livre est lancé. Et il y a eu cet arrêt causé par le confinement, le Covid-19, qui a du coup tout dénaturé. Il fait que maintenant j'ai presque honte qu'il paraisse dans un contexte si peu propice à l'art et où la mort a tout dominé et où il est indécent, un peu indécent, même très indécent, de publier un livre. Et en même temps, je ne sais pas que faire d'autre dans la vie. C'est un travail sur la compréhension du temps, et le virus nous arrache au temps et a éliminé et détruit toute notion du temps. Donc, quelle place peut-il avoir dans le contexte d'aujourd'hui? Je ne sais pas. Et c'est aussi un travail sur le contact,
ma vie n'est que contact, mon écriture n'est que contact. Et l'autre jour, j'emmenais ma femme clandestinement dans la nuit vers notre maison à la campagne, en fraude, je peux dire. Sur l'autoroute à Donzy, on voyait les grands écriteaux qui d'habitude vous disent ne dépassez pas la limite de vitesse, ou prenez soin de vous reposer toutes les 2 heures, ou l'alcool tue. Là, les écriteaux disaient en grandes lettres électriques dans la nuit, Covid-19, limitez les contacts. Il disait ça à un homme qui n'est que contact et qui va publier un livre dont le livre sort en librairie, un livre de contact. La première chose, c'est qu'il fallait une forme à mon travail. Une partie de ma vie, je peux faire une petite parenthèse, une partie de ma vie professionnelle, une partie notable de ma vie professionnelle, c'est passé à travailler sur Matisse. Ça a impliqué d'organiser des grandes expositions, des expositions qui ont vraiment été très importantes, puis ça a impliqué d'écrire sur Matisse. Quand j'écrivais sur Matisse, j'étais très gêné parce qu'il fallait un certain didactisme. Et il fallait expliquer constamment. Et il fallait démontrer avec une série très, très claire de causes, de sujets, d'objets directs, de causes et d'effets. J'ai toujours beaucoup souffert de ça, et à partir de ce moment, je me suis dit que j'arrêtais d'écrire sur Matisse. Et j'arrêtais d'écrire sur quoi que ce soit. Mon écriture en souffrait trop. Mon écriture dit les choses telles qu'elles adviennent, mais n'écrit pas sur les choses. Elle les transcrit, ce qui est très différent. C'est là où je suis moi-même. Encore fallait-il trouver un mode, que j'appelle, à défaut d'un meilleur mot, l'essai poème, mais c'est une formule lourde, surtout si on la répète, on n'a plus du tout envie de l'entendre. Une fois qu'on l'a dit 2 fois, il ne faut pas la dire une 3e fois, qui me permettait d'intégrer les faits dans le lyrisme qui est le propre de mon écriture. De jouer ou d'être le jeu des alternances de prose et de vers sans jamais quitter le mode poétique, que le mode le plus lyrique soit quand même un mode de pensée et que le mode le plus pensant soit quand même un mode poétique. Et que tout ça ne cesse de surgir dans le registre de la page. Et que d'organiser la page en sorte que elle puisse être presque, non pas presque, elle puisse être autant regardée que lue. Je pense que la grande poésie, ça se regarde autant que ça se lit. Que quand on a un texte sous les yeux, on regarde un mot, on voit un mot surgir et en même temps, un mot est un son, donc on entend un mot. On regarde la forme du mot, on entend son son, et c'était là que se constitue une sorte de son-sens, de sens-son, qui est la pratique, mot à mot, bloc par bloc, de mon écriture. C'est comme ça que se sont constitués petit à petit mes livres, mais c'est vraiment comme ça que j'ai pu faire, pour le meilleur et pour le pire, magdaléniennement. Je ne suis pas quelqu'un qui écrit hors du temps. Du tout. J'écris dans le temps que je vis. Je savais qu'il fallait le faire, ça, dès le départ. Mais c'est pas si facile à faire, il faut travailler. Le mode d'enregistrement du quasi-quotidien est une chose que j'ai énormément travaillé. Elle s'est imposée à moi presque comme une exigence morale de la poésie que je devais écrire. Mais entre cela et la capacité à le réaliser, il y a eu énormément de travail. C'est le fruit d'un grand travail, cet enregistrement-là. À terme, et quand on est lancé, quand on est, comme on dit, chaud en termes de danse et d'athlétisme, ou de sport, les choses viennent et immédiatement le transcrit. Toute la fin de magdaléniennement consiste en ça. On a en l'ultime accomplissement par moi de mes capacités de vitesse d'écriture, de vitesse d'enregistrement et de vitesse d'écriture en un. Enregistrer, écrire ne font qu'un. Encore faut-il avoir développé, avant de pouvoir écrire, sa vitesse d'enregistrement. Les deux, mais les deux doivent ne faire qu'un. C'est pas qu'on a enregistré, puis ensuite on a enregistré les sons ou les événements, parce qu'on enregistre les événements, c'est des sons, c'est des images et c'est des sons. On écrit aussi avec une caméra.
j'appartiens au 7e art, si j'appartiens à l'art quelconque. Donc, je veux dire, Degas aussi, 7e art. Mais en même temps, j'appartiens au premier art, l'écriture. J'ai dit bien, j'appartiens, j'ai pas dit il m'appartient, j'appartiens. Je suis quelqu'un qui appartient aux choses, qui appartient aux êtres qu'il aime, qui appartient à la vie. Et Magdalene Yenman a cherché à rendre tout ça. La vie de tout être humain, mais la mienne en particulier, ne fait qu'un avec la mort. Et donc mon écriture, qui procède de la vie, également ne fait qu'un avec la mort. Elle me mène jusqu'au dernier souffle et elle est jalonnée de la mort des autres, que je vis à chaque fois comme ma mort et comme si se détachait de moi une partie qui ne reviendra plus. Mais deux de mes frères sont morts de façon absolument tragique, ils sont morts du sida, dans des conditions où on ne soignait pas ça et on savait même à peine ce que c'était. Et moi qui étais si loin d'eux, je me suis énormément rapproché d'eux. Je trouve ça profondément injuste, la façon dont ils ont été frappés. Et là, c'était trop pour que je puisse en rendre compte tout de suite. Donc c'est venu enfin dans Magdalene Yenman, des années après. Parce que j'ai parlé de la vitesse immédiate d'enregistrement-écriture de l'événement, mais parfois il y a une impossibilité. C'est trop, la machine se bloque. On est trop touché au cœur, la machine se bloque. Donc il faut parfois des années pour transcrire ce qu'on a vécu ou souffert, ou dans une folie où toutes les valeurs sont... Et on est vraiment dans... J'ai dit à mes proches, à plusieurs reprises ces derniers temps, que dans l'expérience que je faisais en la lisant dans les journaux, en écoutant ce qui se disait, les télévisions et les radios du Covid-19, je retrouvais l'expérience que j'ai faite avec le sida de mes frères, que j'ai vécu de très très près, et les questions que je posais aux médecins, aux équipes américaines et aux équipes françaises qui les soignaient en essayant d'inventer des soins, étaient absolument les mêmes questions que celles que l'on pose aux médecins du Covid-19, aux différents corps médicaux impliqués dans la façon de soigner et d'empêcher les autres de mourir du Covid-19. C'est la même, c'est une réplique. Donc je revis ça, mais cette fois-ci, ça implique tout le monde et on ne sait même plus... C'est beaucoup plus ravageur sur le plan de l'humanité entière et sur le plan du temps que ne l'a été le sida, et que ne l'est toujours d'ailleurs. Je crois que c'est loin d'être éteint, le sida. J'ai une histoire très faite de famille sur laquelle je ne souhaite pas m'étendre, parce que je ne parle jamais de ça en public et je pense que j'ai peut-être pas très envie maintenant, mais je veux répondre. Quand vous me posez une question, mon devoir c'est de répondre. Non, je suis très malheureux dans cette première famille dans laquelle je suis né, je me suis entendu avec personne. Aujourd'hui, je vis ça comme... J'ai vécu comme un cauchemar, où j'accusais tout le temps les autres quand j'étais enfant, c'est la faute des autres, mais maintenant j'accuse moi. C'est de ma faute. Je ne me suis pas entendu avec mes frères et sœurs, mes parents, etc. Mais quand il y a eu l'épreuve, il n'y avait plus de question de ne pas s'entendre, que d'étranges liens ressurgissent, et on monte au front. On monte au front, on est prêt à affronter la mort avec eux. C'est pas question autrement. Et même si on ne se sent rien en commun, on se sent en commun de combattre la mort à leur côté. Ça, on le sent, on le fait, il n'y a pas longue hésitation, et en même temps, je le vis comme une sorte de tragique familial presque grec, presque de l'ampleur de la tragédie grecque, une malédiction familiale dont, sans l'écriture, qui m'a permis de vivre, de donner un sens à tout ça, sans l'écriture et sans l'amour, je serais mort très jeune. Très très jeune. L'écriture a été pour moi la possibilité d'établir un terrain d'existence, une terre, un mode existentiel qui me permette de traverser toutes ces épreuves et en même temps de les comprendre. C'est pas moi qui ai découvert, tout le monde sait, toute personne s'étant plongée un peu dans... Je sais qu'il y a une puissante
faculté cognitive de l'écriture elle-même, elle permet de comprendre le monde. Simplement, en même temps que ça avait lieu en moi, que j'accédais à ça, je comprenais aussi que le récit, autrement dit, écrire un roman, mon Dieu, que, au fond, j'aurais aimé être romancier, et il n'y a rien pour moi de plus grand que Marcel Proust. Il n'y a rien, il n'y a pas un poète plus grand que le romancier Marcel Proust. Il n'y en a pas. Dans l'histoire des lettres, il y en a peut-être, en tout cas, il n'y en a pas dans mon histoire à moi. Mais j'ai aussi compris que mon écriture ne pouvait s'établir que hors du récit, donc hors du roman. Et magdaléniennement, pour revenir à ce livre, est la culmination d'un mode d'écriture qui fonctionne hors du récit. Il n'y a pas de récit dans ce livre, pas plus qu'il n'y en a dans les livres précédents, mais là, il y a un mode romanesque, dans magdaléniennement, pardon, qui n'est pas le mode du récit. Il y a tout le temps des bribes de roman, tout le temps. Ne serait-ce que le roman de comment les blocs s'articulent les uns avec les autres, ou le roman de comment une ligne évoquée dans tel paragraphe est retrouvée et développée 5 paragraphes plus loin. On peut la suivre. Ça, c'est romanesque. Mais ça ne tient en rien du récit. Voilà. C'est ça, c'est des bouts de roman. Vous savez, par exemple, c'est des bouts de roman parce que, par exemple, je me rappelle qu'au moment de l'attentat du Bataclan, les médecins de l'hôpital le plus proche, qui est l'hôpital Saint-Louis, je crois, s'est tout de suite précipité pour aider les médecins et les internes, les externes, dont c'était la première, c'est vraiment le baptême du feu, là, il faut le dire. Et la façon dont ils s'occupent des gens, dont ils leur parlent, dont ils regardent, dont ils écrivent sur leur front au feutre ce qu'ils ont noté pour que les ambulanciers puissent, les pompiers puissent l'emmener. Il y a déjà un premier diagnostic, etc., etc., etc. Où ils disent: qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Ils disent au type qui n'est pas mort, mais qui est mourant et qui peut encore parler. Qu'est-ce que vous faites? Il faut le tenir en vie, donc il faut lui poser des questions. L'écriture, c'est ça aussi. Donc, il lui demande ce qu'il fait. C'est pour ça qu'il dit: qu'est-ce que tu fais, Dominique Fourcade? L'interne, l'externe, le grand médecin, l'infirmière, tous. Il faut sauver, il faut parler, il faut maintenir le lien de parole, sinon la personne va mourir. Et le maintien de la parole va lui permettre de tenir jusqu'à ce qu'on l'emmène à l'hôpital. C'est aussi l'histoire. Ça, c'est des bribes de liens qui se nouent, des bribes de vie, des bribes de romans. Qu'est-ce que je fais dans la vie? Je suis couturier, ou bien je suis cordonnier, ou bien je suis ingénieur, ou je suis banquier. Et merde, et ma femme, où est-ce qu'elle est? Vous savez où elle est, ma femme, et mes filles? Je dis ça. Ça, c'est des bouts de romans, des bouts de vie qui font roman. L'ensemble fait un grand état romanesque qu'il faut traduire dans les modes de l'écriture de la poésie. Oui, oui, mais tout est en jeu, c'est-à-dire le ventre de la mer, qui est une chose dans laquelle on a tellement tout le temps envie de rentrer. Et en réalité, il n'y a de poésie que si on arrive à en sortir, mais il n'y a pas de poésie qui n'ait cette obsession-là. La recherche du temps perdu est une méditation sur le temps. Moi, je ne suis pas du tout en train de rechercher le temps perdu, parce que d'abord, il n'y a pas de temps perdu. Je suis en train d'essayer de comprendre la structure du temps dans magdaléniennement. Mais c'est quand même un travail sur le temps, sur l'être et la mort. Sein und Zeit, être et temps, de Heidegger, c'est le livre qui domine le siècle en philosophie, comme la recherche du temps perdu de Proust le domine dans l'écriture du roman. Et Rilke le domine le même siècle dans l'écriture de la poésie. Ces 3 livres sont une méditation être, temps et mort. Et évidemment que je suis dans ce triangle sans me comparer aux 3 noms que je viens d'évoquer. Évidemment que je fais la même chose à mon stade, à ma façon à moi et à mon mode à moi. Et alors là, revenons à une extrême modestie, selon mes capacités à moi, mais aussi selon mon engagement à moi. Et c'est là que se situe, c'est le paysage du livre, ça. C'est sûr, ça.
Alors, comme toute chose, ça implique du sexe, la grotte, ça implique de l'art, ça implique des sons, ça implique le temps dans lequel l'art se déroule et disparaît, ça implique, ce qui était mon obsession de toujours, j'ai seulement pu approcher, dont j'ai seulement pu approcher la formulation dans le dernier livre, ça implique une méditation sur le moderne, ça implique un retour sur Cézanne. J'ai travaillé donc 20 ans, sinon plus, 20 ans de ma vie sur Matisse, mais ça, pendant le même temps, j'ai travaillé Cézanne sans le dire à personne, et j'ai pas eu à le dire, ça ne regarde personne, mais je connais l'œuvre de Cézanne et le travail de Cézanne, au moins aussi bien que j'ai connu l'œuvre de Matisse, et me suis penché sur lui, mais je n'ai pas professionnellement produit quoi que ce soit dessus, contrairement à Matisse. Mais donc je savais qu'un jour ou l'autre, ça aussi j'aurais à en rendre compte. Et donc, Magdaléniennement est aussi un travail sur Cézanne. Cézanne qui est le grand penseur de son époque. Le peintre Cézanne, le peintre Paul Cézanne, est le grand penseur de son temps. Penseur. Ça aussi j'ai essayé de le dire. La pensée n'est pas limitée à la philosophie, et il y a plein de philosophes qui ne pensent pas. Donc, tout ça est en jeu, mais on ne peut dire les choses, toutes choses, que l'une après l'autre, mais en même temps elles arrivent toutes en même temps. Toutes en même temps. Tout arrive en même temps, pas successivement. Le déchirement de Magdaléniennement, c'est qu'il a fallu faire les choses les unes après les autres, mais je les ai autant que possible catapultées les unes dans les autres. C'est un travail de catapulte des événements les uns dans les autres, des modes d'écriture les uns dans les autres, des phrases, des bouts de phrases, des bouts de mots, des bouts de vers, des bouts de lignes, les unes dans les autres. C'est ça le travail. Dans chaque détail, et non seulement une des étincelles du feu, mais est presque à lui seul le feu. Et que les choses ne se font qu'avec une somme de détails. Le rugby, le grand rugby, le rugby du plus haut niveau n'est que l'accumulation de la réussite de détails. Et ce qui fait la différence entre un grand joueur et un joueur moyen en rugby, c'est la réussite et le soin du détail dans le moindre des actes. Dans le poème, c'est aussi ça qui fait le grand lyrisme. Mais une fois que le grand lyrisme s'établit, s'il s'établit, on oublie les détails. Et les détails, on les dit, et en terme reste un feu, un brasier fabuleux, dans lequel le mot détail n'a même plus de sens, mais qui n'a pu avoir lieu qu'à cause des détails. De temps en temps, on attire l'attention là-dessus, parce que c'est très vivifiant. Ça retend les cordes de l'arc. Si l'attention, au cas où l'attention se serait endormie, ça la réveille. Et ça la réveille pour le meilleur. Et ça l'excite. Et ça excite le désir, le détail. L'élégance d'une femme, et si on se penche sur les détails qui composent l'élégance d'une femme, on entre dans la vie. En même temps, c'est un tout. Mais il n'est absolument pas interdit de parler des parties les plus infimes du tout, juste aussi à titre de travail d'atelier. L'attention, ça se maintient. L'attention d'un écrivain comme l'attention d'une danseuse. Enfin, il faut vous maintenir attentif et éveillé. Mais enfin, attention, tu sais très très bien que le moindre des danseurs, s'il fait un mouvement d'un centimètre à gauche de plus qu'il ne faudrait, c'est cuit. Tout Merce Cunningham était une histoire de réglage de détails, à en mourir. Voilà. Ce que j'aimais bien là, dans la citation de Nidecker, qui ouvre le livre, c'était
la citation de Georges Bataille à côté. C'est les deux que j'aime ensemble. C'est les deux, c'est la mise en rapport. La poésie est le résultat d'une mise en rapport, d'une écriture des rapports. C'est pour ça que Matisse était si important, parce qu'il a explicitement mis ça en œuvre à partir de 1904. Une juxtaposition des choses, et c'est dans la tension, dans l'électricité, dans le dynamisme du rapport entre ces deux phrases. Quand je les ai eues au départ. Elles ne sont pas arrivées à la fin de Magdaléniennement. Je les ai eues au départ du dernier essai. Je les ai eues, et là je me suis dit, ça y est, là tu as quelque chose entre lesquels tu peux te permettre de foncer. C'est aussi assez imparable parce que il y a dans tout ce que nous faisons, du moins dans tout ce que je fais, une dimension d'aveuglement. On ne voit pas ce que l'on fait, on ne le voit qu'à moitié, on ne voit pas le sexe de la femme que l'on pénètre, quoi que l'on pense et quoi que l'on échange, c'est en aveugle que ça se lance dans le vide et la lumière ne vient qu'après. Les grandes œuvres, les grands chocs procèdent d'un éblouissement qui vous aveugle, et il faut ne pas redouter ça. Toute mon enfance, on m'a dit, mais non, protège-toi, attention. Il faut que les choses soient filtrées. Je pense que le moment était amplement venu d'ôter les filtres et de ne pas se protéger. Mais l'écriture telle que je l'ai vécue, je m'en aperçois seulement maintenant, a été un exercice pour se déprotéger. Et ne pas se dérober à l'aveuglement. Donc, je savais que, en ayant cette phrase, cette chose si prosaïque de Laurine Lydekker, qui identifiait le moderne dans la littérature ancienne, et la phrase de Bataille, où toute une partie de l'œuvre et du travail de Bataille se joue dans cette phrase-là que j'ai découverte, je savais qu'entre ces deux-là pouvait se déployer, ou en tout cas se lancer, l'écriture de Magdaléniennement. J'ai su ça. Ça m'a aidé profondément. Profondément. Tout le livre consiste entre autres à faire jouer entre eux, donc à être un jeu, mais un jeu dramatique, un jeu de mon existence, entre à la fois, j'en ai déjà parlé je crois, des registres possibles de mon travail et de mon écriture, et des arrivées et des entrées et des sorties qui ne cessent d'affluer et de s'en aller dans ma vie, et de tous les thèmes. Mais donc, c'est carrément, d'une façon au départ volontaire, puis qui ensuite se laisse emporter, c'est carrément un jeu. J'ai conscient à un moment donné qu'il fallait réussir, c'était une des données du livre, le jeu entre tout ça. Il ne fallait pas que ça soit indépendant les uns des autres, les différents éléments et les différents blocs d'écriture, mais il fallait qu'à l'intérieur de chaque bloc, toujours, tout arrive à l'intérieur même de chaque bloc, et que chaque bloc joue avec les blocs suivants et les blocs précédents, parfois avec 3 blocs plus loin, etc. Mais c'est vrai que cette notion de jeu est fondamentale, et au départ, c'est devenu, au fur et à mesure du travail, une des forces en activité dans le livre. Là-dessus, vous me parlez du jeu, J-E. Moi, il me faut beaucoup de courage pour dire je. Je pense que aussi la pudeur d'un écrivain, c'est de ne pas dire je. Que quand on commence, on aurait tendance à dire je, quand on a 16 ans, et puis on apprend qu'il ne faut pas dire je. Mais à la fin, un je revient qui crie et qu'il ne faut pas étouffer et qui doit se mettre à nu dans le livre. Pas je pour s'épancher, mais je pour dire quels sont les contours extrêmement rudes
de quoi il est fait, comment il est configuré. Et comment il est ouvert, fermé, ou les deux en même temps, ou les deux à des intervalles de temps extrêmement rapides. Et il faut accroître les laps d'ouverture et, si possible, éliminer les temps de fermeture. C'est aussi un des travaux, mais là j'ai envie de le dire au singulier, ce ne sont pas travaux, j'ai envie de dire un des travaux du livre. Mais c'est tout. Aretha Franklin, Rilke ensemble, et Cézanne. C'est un tout parce que tout ce qu'on nous a appris à compartimenter dans l'éducation que j'ai reçue une éducation d'un français classique, une très bonne éducation classique que j'ai reçue au fond. Je dois être reconnaissant à mes parents de m'avoir envoyé dans des écoles où on donnait une très bonne éducation classique. Une des caractéristiques de cette éducation était le compartimentement, n'est-ce pas? Il y a la variété, puis il y a Racine et Shakespeare, c'est des mondes très différents, n'est-ce pas? Il y a la grande musique, et puis il y a le quotidien, le trivial, et puis le grandiose. J'ai senti très tôt qu'il fallait décompartimenter ça. Mais c'est pas si facile à faire que ça, surtout que les aînés que j'admirais le plus continuaient de compartimenter. La poésie américaine du XXe siècle m'a aidé à ce décompartimentement, m'a considérablement aidé, considérablement. Mais c'est vraiment un travail dont je crois que mes livres témoignent, que j'ai vraiment entrepris livre après livre, ce décompartimentement, et ça éclate définitivement. Je dis définitivement, non pas parce que c'est après on ne peut plus rien faire, parce qu'après moi je ne me sens plus capable de rien faire, moi, après le magdaléniennement. Donc c'est pour ça que je dis définitivement, parce qu'après j'ai épuisé toutes mes forces. Et je ne me vois pas la capacité de faire à nouveau un livre, jamais. Mais mais j'ai encore une puissante envie d'écrire, un puissant désir d'écriture. Mais je crois que je ne me vois plus la capacité d'écrire un livre en tant que tel. De composer un livre, on va dire. Je ne voudrais pas que ce soit un retour, mais c'est certainement un résumé. C'est certainement une sommation de l'ensemble, sans retour. C'est au contraire un travail pour faire monter à la surface tout ce qu'il y a en moi. Mais il n'y a pas de retour et il n'y a pas de passé. D'abord parce que je n'ai pas de passé. Je suis un homme sans passé. Dès que je me retourne derrière moi, mon passé se dresse derrière moi à 1 millimètre de moi comme un mur vertical. Je suis un homme dont le passé n'a aucune profondeur. Et dans ce livre, c'est pas parce que je parle du paléolithique que ça donne une profondeur au passé, parce que le paléolithique, je le ramène ici, devant moi, non pas derrière moi. Le paléolithique est là, je suis au milieu de lui, et il est en moi, sans aucune notion de chronologie, des millénaires et des millions d'années. Tout est au temps présent. Donc c'est pas le mot retour que je dirais, mais c'est vraiment le mot faire arriver tout cela dans le présent sur un même niveau, sur un même plan, dans une annulation de la chronologie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Il y a juste un présent qui, quand il y a que présent, il n'y a plus de temps. Et à partir du moment où on ouvre cette porte, elle ne se referme plus jamais. Elle est extrêmement dure à ouvrir. Pour moi, en tout cas, il a fallu 50 ans de travail, véritablement, pour y arriver. Sans que je sache que c'était exactement ça que je faisais. Non, et les éclats viennent comme ça, vraiment, mais leur placement dans le texte est travaillé. Ce livre, c'est qui je suis. Mais après, il y a constamment un travail. Je suis écrivain. Un écrivain, ça travaille, sinon c'est pas tout à fait digne on ne mérite pas le nom d'écrivain. Et à ce moment-là, on ne sait plus dans le travail ce qui relève du travail et ce qui relève du naturel. L'idéal, c'est que le travail disparaisse derrière le naturel. Mais ça, je ne peux évidemment pas dire si je l'ai réussi ou pas. Je n'ai pas la maîtrise de... Je ne développe pas une méthode, j'ai pas... Tiens, maintenant on va faire comme ci ou comme ça, je fais
Et je travaille aussi. C'est un mélange d'improvisation et de travail, mais c'est que c'est ma vie, donc je ne peux pas faire autre chose que ça. Et je le travaille, j'essaie de le perfectionner, ça ne veut pas dire du tout de le rendre parfait, de le rendre plus viable et plus vrai. Et de ne pas me détourner de l'indécent, de ce que les autres trouvent indécent. Il y a un moment où on oublie les notions de décence et d'indécence. Mais ça, c'est ma vie. J'ai pas de méthode pour ça. Je ne sais pas dire comment je fais. Je le fais. Voilà. Le tout est qu'il y ait une jeunesse d'écriture. C'est ça, la beauté du travail. C'est ça aussi qui est poignant à la fin de Proust, à la fin de la recherche. Tout à fait à la fin, il n'y a plus de jeunesse d'écriture. Il n'y a plus de jeunesse d'écriture. C'est mort. Et c'est très beau et c'est très très poignant. C'est très poignant ça dans Proust. Donc j'ai aussi beaucoup surveillé ça. J'ai tenté qu'il n'y ait rien de mort. Je suis dans un monde de sensualité et de contact, mais pas que par rapport aux femmes, bien sûr que non, par rapport à la totalité du monde, de chaque seconde, de chaque point de surface. D'où, je crois qu'on se l'est déjà dit, d'où la difficulté de vivre ce temps de Covid-19 où on vous dit de limiter les contacts, et à juste titre. Je ne critique surtout pas ça. Mais moi qui suis qu'un homme de contact, du coup je n'existe absolument plus. Ça m'a fait perdre toute existence. Bon. Alors je reviens à votre question. C'est vrai que le contact suprême pour moi, c'est le contact des femmes. C'est le rapport avec les femmes. Ça a été comme ça depuis mon enfance. C'est pas obsessionnel, c'est là. Mais on ne peut pas travailler qu'avec ça, et il faut le mettre en place, le thématiser et le déthématiser, le musicaliser, l'aborder et le quitter aussitôt, de toutes les façons possibles. Donc mon travail aussi a consisté à ouvrir ça comme travail d'écriture, à surtout ne pas l'éluder, mais à le dire de la façon la plus lyrique possible, à la fois la plus distante et la plus proche possible. Et de trouver ça, quelque chose qui soit à la fois distant, décent, proche et indécent, les deux tout le temps en même temps. Et c'est certain que c'est une des caractéristiques de mon écriture, pas seulement dans ce livre-ci, je crois, mais dans tous les livres-ci. L'idée, c'est qu'il y a quand même une sensualité générale à tout. Wagner, c'est extrêmement sensuel, je trouve. Bon. Les peintures de Lascaux, c'est d'une sensualité à mourir, enfin, à mourir. Et je trouve qu'une partie de l'art qu'on fait aujourd'hui, d'ailleurs une grande partie de l'art qu'on a toujours fait, une grande partie de l'art n'est pas sensuelle. Quand je dis d'art, de tous les arts possibles. Il y a une froideur totale. Poussin est d'une sensualité constante à chaque millimètre de la surface d'un tableau, et le brun n'a rien sensuel. Bien, bon ben, c'est évidemment Poussin que j'aime, pas seulement pour ça. Enfin, bon. Là-dessus, l'intelligence doit se greffer là-dessus et en faire quelque chose de plus intelligent possible, bien sûr. Voilà. On a besoin d'être lu. On a un besoin existentiel 100% d'être lu, mais on n'écrit pas pour quelqu'un. On écrit pour vivre. Enfin, pas on. Pourquoi? Je ne peux pas m'identifier à on. Donc, voilà. On parlait du je tout à l'heure. Il faut que j'ai le courage de dire je, parce que je ne suis pas le porte-parole des écrivains. Je suis que pauvrement moi, et j'écris pour vivre. Je n'écris pas pour quelqu'un d'autre. Mais il est indispensable que je sois lu. C'est la sanction qui valide ce qu'on a fait. On n'est pas à soi-même la validation. Ça, je l'ai toujours su, et je le sais plus que jamais. Je ne peux pas me contenter d'avoir écrit et d'être content. D'ailleurs, je ne suis pas content. C'est les autres qui peuvent me valider. Mais je n'écris pas pour eux. Oui, vous avez peut-être vu opérer
les gares de triage, c'est très simple, c'est très silencieux. Il y a de multiples voies qui sont dans une pente très très douce. Il y a un aiguilleur dans des cabines qui dominent l'ensemble de la salle et il y a une locomotive qui pousse un train et les wagons sont détachés du train et orientés en pente douce, sans énergie autre que la pente. Et j'ai eu cette impression qu'il m'est arrivé ça, qu'il y a un train, et puis il y avait plusieurs voies ont été ouvertes en moi et en silence, les wagons ont descendu ces voies, aiguillées, je ne sais pas par qui, mais pas par moi. Aiguiller, l'aiguilleur, c'est la grande force de la poésie, qui envoie les trains en douceur sur des voies dont on voit bien comment ça commence de glisser, mais on ne sait pas du tout où ça va se terminer.